question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie? Je ne le sais pas. Je l'espère. Agnès n'était pas suicidaire, elle avait aucune envie de disparaître, elle avait des rendez-vous, elle avait des choses à faire. C'est pas de son plein gré qu'elle n'est plus là. Ça, c'est sûr. Et il est parti, paraît-il, on m'a répété, comme une bombe, et il a dit « je me vengerai ». Notre histoire se déroule ici même, à Nice, mais pas de nos jours. Parce que les faits que je m'apprête à vous raconter ont eu lieu il y a bientôt 50 ans. Vous pourriez alors me dire que, depuis, on a forcément eu le temps de découvrir la vérité. Eh bien, selon la justice, oui. Mais dans la réalité, c'est bien plus compliqué. Le Nice des années 70 est assez différent du Nice que vous voyez ici. À l'époque, il y a beaucoup de constructions, beaucoup d'opportunités, un peu de mafia et surtout une famille puissante, la famille Leroux, qui détient la moitié des parts d'un des plus grands casinos de France, le Palais de la Méditerranée. On pourrait penser qu'avec un tel établissement, les Leroux ne sont pas à plaindre, qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont de l'argent et une vie de rêve. De l'argent, ils en ont, mais de la sécurité, pas vraiment. Parce que posséder la moitié du Palais de la Méditerranée attire beaucoup de convoitises. Des gens importants, plus ou moins dangereux, tentent de l'acquérir. Et c'est dans ce climat de tension, en 1977, qu'advient le point de départ d'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle française qui traversera les années pour arriver jusqu'à nous. Agnès Leroux est un des 4 enfants héritiers de la famille. Elle a 29 ans, elle est riche, jeune, belle et rebelle. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas vraiment de reprendre l'affaire familiale, d'être sous les ordres de sa mère et de travailler pour le casino, non. Elle veut quitter tout ça, vivre sa propre vie, partir avec son amant. Mais au mois d'octobre 77, tout s'écroule. La sublime jeune femme est au fond du gouffre. « 5 octobre 77, dans son appartement du bord de mer, Agnès passe de longs moments de solitude. Avec sa mère, ça ne va pas. Avec son amant, ça ne va pas. Dans sa vie, ça ne va plus. Elle effectue une première tentative de suicide. 7 octobre 77, 2 jours plus tard, toujours dans son appartement, elle effectue une deuxième tentative de suicide, encore ratée, heureusement. Et puis les jours passent. Ses amis s'accordent à dire qu'elle va mieux. C'est vrai qu'elle fait des achats, répare sa voiture, prend des rendez-vous à Nice puis à Paris. Mais pourtant, pour une raison encore inconnue, à une date estimée entre le 26 octobre et le 1er novembre, Agnès sort de chez elle, descend les escaliers, franchit la porte, puis s'en va. Et depuis 50 ans, personne ne l'a jamais revue. Ni elle, ni même sa voiture, un Range Rover, qui lui aussi a disparu. Alors je sais ce que beaucoup vont me dire. Guillaume, Agnès a sûrement tenté de se suicider une 3e fois. Et là, elle a réussi, tout simplement. Eh bien oui, mais c'est sans compter toutes les découvertes que va faire la police dans les mois qui viennent. On va se rendre compte que la disparition d'Agnès bénéficiait à plusieurs personnes, dont une, en particulier, très proche d'elle. Des perquisitions aux résultats inquiétants seront faites, des interrogatoires seront menés, de multiples procès auront lieu et un incroyable retournement de situation adviendra il y a à peine quelques années, en 2014, tout ça pour faire de ce dossier l'un des faits divers les plus importants de l'histoire française. Les amis, bienvenue dans ma ville de cœur que je vous présente aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, comme vous l'avez. La jeune Agnès Leroux s'est-elle suicidée? A-t-elle été assassinée? Est-ce qu'on est même sûr d'ailleurs qu'elle soit vraiment morte? Les amis, préparez-vous pour une enquête pleine de rebondissements. Membres du Cercle Noir, c'est parti. Et je pense que, en principe, on devrait arriver à faire la vérité sur ce dossier. Depuis 23 ans, j'attends. Alors les jours passent, puis les semaines. Au début, la famille d'Agnès ne s'inquiète pas vraiment.
Même si la jeune femme sort d'une période difficile, il est vrai qu'elle a un caractère bien trempé, qu'elle est impulsive et qu'il lui arrive souvent de partir comme ça, sur un coup de tête. Et puis dites-vous que nous sommes en 1977, donc il n'y a pas de téléphone à portée de main, on n'appelle pas les gens tous les jours et il est fréquent de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un pendant quelque temps. Surtout qu'un homme va rassurer la famille d'Agnès Leroux. Cet homme, c'est Maurice Agnelet, son amant. Lui n'est pas du tout inquiet. Il a même tendance à dire qu'il sait à peu près où se trouve Agnès, sans en être sûr. Il pense qu'elle va bientôt revenir. Mais on arrive maintenant à Noël 77, ça fait 2 mois que personne n'a de nouvelles de la jeune femme. Son frère est alors persuadé que si elle n'est pas revenue pour les fêtes, c'est que quelque chose lui est arrivé. Alors il prévient la police, qui inscrit son nom au fichier des personnes disparues, sans grande conviction, pensant qu'elle doit être en vacances au bout du monde avec tout l'argent qu'elle a. Mais nous arrivons en janvier 78, puis en février, et la jeune héritière n'est toujours pas rentrée. La famille Leroux porte plainte contre X, met la pression, et le 4 mars 78, 4 mois après la disparition, 2 policiers pénètrent pour la première fois dans le domicile d'Agnès pour une perquisition. Très vite, les agents se rendent compte que personne n'est allé dans cet appartement depuis quelque temps. Il y a beaucoup de courriers éparpillés dans l'entrée, courrier d'ailleurs qui n'a jamais été récupéré depuis le 26 octobre. C'est grâce à cela que l'on peut dater approximativement la disparition d'Agnès. Les policiers continuent leur visite dans ce bel appartement niçois jusqu'à tomber sur une chose intrigante, un mot laissé sur la table du salon. Sur ce mot figurent les phrases suivantes. « Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès, je désire que Maurice s'occupe de tout. » Cela a tout l'air d'une lettre d'adieu, avant suicide, évidemment, mais lorsque l'on va la présenter à la famille, ces derniers vont dire qu'Agnès avait laissé exactement la même lettre pour sa 2e tentative, sauf que celle-ci était datée. Cette nouvelle lettre découverte est identique, mais la date a été découpée. Étrange. Souhaitant se suicider une 3e fois, Agnès aurait donc eu la flemme d'écrire un nouveau mot, et aurait simplement déposé l'ancien en ayant pris le soin de découper la date. Les enquêteurs sont extrêmement troublés. Un suicide, pourquoi pas, mais sa voiture, que tout le monde cherche depuis des mois, reste introuvable. Elle aurait donc réussi à se faire disparaître elle-même, ainsi que son énorme Range Rover en même temps. Et puis, je désire que Maurice s'occupe de tout. Maurice, c'est son amant. Vous savez, celui qui n'était pas du tout inquiet de sa disparition. Les policiers comptent bien l'interroger, celui-là. Mais ils ne vont pas vraiment en avoir le temps. Parce que dès lors qu'ils s'intéressent à la vie d'Agnès et à ce qui aurait pu lui causer d'être assassiné, kidnappé ou de se suicider, ils tombent sur un immense scandale. Un événement s'étant produit 3 mois avant la disparition, mêlant un petit peu la mafia, peut-être même le maire de Nice, Jacques Médecin, Agnès Leroux elle-même, et surtout sa mère, Renée Leroux. C'est alors qu'une première théorie apparaît. Et si c'est là que se trouvait la vérité? Et si tout partait d'une trahison? Et si la propre mère d'Agnès était impliquée dans sa disparition? Nous sommes en juin 1977. La guerre des casinos fait rage et un riche homme d'affaires, Jean-Dominique Frattoni, soupçonné d'être proche de la mafia italienne, met tout en œuvre pour acheter les 50% du palais de la Méditerranée que possède la famille Leroux. Il est alors appuyé par Jacques Médecin, le maire de Nice, et accessoirement son ami d'enfance. Les deux détiennent un grand moyen de pression. Mais la matriarche tient bon. Estimant que son argent provient d'affaires illégales, Renée Leroux refuse de vendre ses parts à Jean-Dominique Frattoni, et ce, malgré toutes les menaces qu'elle reçoit. En postant une lettre, j'ai été matraquée.
On ne m'a rien volé, pourtant c'était facile dans ma voiture. Et le lendemain, on a mis le feu au Palais de la Méditerranée, tout près de la salle de jeu. Ensuite, il y a eu une bagarre à la boîte de nuit. Il y a eu aussi cette balle qu'on m'a déposée dans mon bureau peu de temps après. Bien sûr que tout est fait pour que je vende et je ne veux pas vendre le Palais de la Méditerranée. Mais il y en a une dans la famille qui veut vendre, et peu importe à qui, c'est Agnès Leroux. Elle a d'autres rêves, d'autres envies, notamment celle de partir avec Maurice Agnelet, son amant, qu'elle souhaite aider également, car il a des difficultés financières à cette époque, et pour cela, elle a besoin de beaucoup d'argent tout de suite. Le problème, c'est que les parts dont ont hérité les enfants Leroux sont en indivision. Seule sa mère peut les lui racheter, et elle refuse. C'est alors que de grosses tensions adviennent entre la mère et la fille, tensions qui culminent au 30 juin 1977, lors du conseil d'administration du Palais de la Méditerranée. Nous sommes alors 3 mois avant la disparition. Frattoni détient déjà 50% du casino. Les Leroux détiennent les 50% restants. Lors du conseil d'administration, les membres doivent voter pour le renouvellement du poste de présidente du palais de Renée Leroux. Toute sa famille vote pour, bien sûr, jusqu'à ce que la parole soit donnée à Agnès. Et Agnès, Agnès vote contre le renouvellement de sa mère en tant que présidente, ce qui fait que la majorité bascule, Renée Leroux perd son poste et le clan Frattoni prend maintenant la tête du Palais de la Méditerranée. La jeune femme a trahi sa mère. Agnès est en quelque sorte passée à l'ennemi. Mais vous imaginez bien qu'elle n'a pas fait ça gratuitement. L'héritière a en réalité vendu son vote à Frattoni pour la somme de 3 millions de francs. L'argent lui est alors viré sur un compte en Suisse, mais apparemment elle ne pourra pas en profiter longtemps puisqu'elle disparaît quelques mois plus tard. Alors on est en droit de se demander, est-ce que, pour se venger, Renée Leroux aurait tué sa fille ? Il est vrai que la vieille dame n'a pas toujours été une mère facile et qu'elle s'est sentie profondément trahie suite à ce conseil d'administration. Mais de là à la faire assassiner, ça paraît un peu extrême. Les proches n'y croient pas du tout. La police vérifie tout de même cette hypothèse en cherchant des indices et en interrogeant la vieille dame. Ils se rendent rapidement compte qu'elle n'a rien à voir dans tout ça. C'est même elle qui avait déposé plainte et qui a tout fait pour que l'enquête démarre au plus vite. J'ajouterai à titre personnel qu'elle a été formidable et qu'elle a absolument tout fait dans les décennies qui sont venues après pour retrouver sa fille. Alors, est-ce que c'est Frattoni qui l'a fait tuer ? Après l'achat du vote, peut-être n'avait-il plus besoin d'elle ? Eh bien si, il avait toujours besoin de son appui pour les prochains conseils. Il aurait peut-être pu la tuer afin de ne pas avoir à la payer alors. Sauf qu'il l'avait déjà payée, sans se faire attendre. En fait, les enquêteurs comprennent que sa mort lui était plus préjudiciable qu'autre chose. Alors les policiers enquêtent sur cet achat de vote pour 3 millions de francs. C'est une pratique illégale. Et au bout de quelques interrogatoires, ils vont se rendre compte que Frattoni et Agnès Leroux n'ont pas monté cette opération tout seuls. Les enquêteurs apprennent qu'ils ont été aidés par un homme qui fut l'instigateur de ce vote corrompu, qui a organisé et supervisé toute l'opération, et quel hasard, cet homme figure déjà dans le dossier. Ça tombe bien, les policiers comptaient l'interroger. Son nom, Maurice Agnelet. Maurice Agnelet est un avocat de 39 ans et a priori, c'est un homme très bien. Il est président de la Ligue des droits de l'homme à Paris, il a un poste à la LICRA, il a un autre poste au MRAP. Que demander de plus ? Mais en creusant un peu, les enquêteurs découvrent quelques parts d'ombre à cet homme qui paraît si altruiste et bienveillant. Agnelet détient un rang très élevé dans la franc-maçonnerie. Il a beaucoup de contacts, beaucoup d'amis et beaucoup de maîtresses
ce qui fait souffrir Agnès, qui sent que cet homme qu'elle aime ne lui prête que peu d'attention. Il s'est d'ailleurs étrangement beaucoup éloigné d'elle depuis le fameux conseil d'administration. Les policiers apprennent qu'Agnelet connaît les Leroux depuis le début des années 70. Il a même été leur avocat pour tous les litiges concernant le palais de la Méditerranée. À cette époque, il est proche de René Leroux et il est aussi très ambitieux, Maurice Agnelet, parce que un jour, il va lui demander de le nommer directeur général du palais de la Méditerranée. Il pense mériter ce poste pour tous ses travaux accomplis, ses travaux de défense en tant qu'avocat du palais. Et René va le recevoir dans son bureau et elle va refuser cette demande. Elle estime qu'elle n'a pas à le nommer directeur général. Et là, Agnelet va très mal le prendre. Et si vous voulez, tout va se briser entre lui et la famille Leroux, à part Agnès, évidemment. Il est sorti comme une bombe de mon bureau et il y avait le comité d'entreprise qui attendait pour venir, pour rentrer. Et il est parti, paraît-il, on m'a répété, comme une bombe et il a dit « je me vengerai ». Depuis, il garde uniquement contact avec la jeune Agnès, qui est folle amoureuse de lui, qui a trahi sa propre mère pour partir avec lui, mais Agnès disparaît et Maurice ne semble pas vraiment inquiet. Il n'essaie pas de l'appeler ou de prévenir la police qui par ailleurs fait des découvertes assez intrigantes à son sujet. Par exemple, lors des 2 premières tentatives de suicide d'Agnès, c'est lui qui avait tout de même prévenu les pompiers. Sauf que par 2 fois, il leur donna une fausse adresse, ce qui retarda leur arrivée. Et puis, où sont arrivés les 3 millions de francs payés à Agnès par Frattoni? Eh bien, dans un compte en Suisse, je l'ai dit. Sauf que quand les policiers arrivent pour regarder, vérifier ce compte pour enquêter, il est vide. 0. 0 francs suisses, 0 euros, il n'y a plus rien dans le compte. Les policiers se rendent compte que tout a été transféré vers un autre compte, dont le titulaire est Maurice Agnelet. Un premier virement est fait le 17 novembre, quelques jours à peine après la disparition. Et puis l'intégralité est versée en février 78, alors que les policiers commencent à enquêter. Cependant, il avait le droit de faire tous ces virements puisqu'Agnès lui avait donné procuration sur son compte. Décidément, elle lui faisait vraiment confiance. Mais la question c'est, comment s'est-il permis de se verser tout cet argent en pensant qu'il n'y aurait pas de répercussions? Est-ce qu'il sait que la jeune femme ne pourra jamais rien dire et n'en a plus besoin parce qu'elle n'est plus de ce monde? À la suite de cette découverte, tout de même accablante, le juge ordonne une perquisition au cabinet d'avocats de Maurice Agnelet. En fouillant quelques tiroirs, en regardant sur le bureau, les policiers tombent sur une lettre d'adieu, sur laquelle figure, et je cite, « Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès, je désire que Maurice s'occupe de tout. » 7 octobre 1977. C'est une copie exacte du mot d'adieu d'Agnès, sauf que sur celui-ci figure la date. En réalité, c'est le mot qu'elle avait laissé pour sa 2e tentative de suicide. Vous voyez ici la différence. Ce sont exactement les mêmes, sauf que sur l'un, il y a une date, sur l'autre, la date a été découpée. Alors, comment et pourquoi Maurice détient ces mots à son cabinet d'avocat? Pourrions-nous imaginer qu'il ait réussi à se procurer l'original dont il aurait fait une copie, dont il aurait découpé la date, puis déposé chez Agnès pour faire croire à un suicide, pendant que lui, se débarrassait d'une maîtresse devenue trop envahissante et surtout inutile, maintenant qu'il s'était versé les 3 millions de francs. Et ça ne s'arrête pas là, les amis, puisque voici une nouvelle découverte très intrigante, digne des plus grands films policiers. Une des collègues d'Agnelet, qui travaillait dans son cabinet, va signaler aux enquêteurs qu'il avait l'habitude de marquer des choses, des petites phrases ou des mots sur la première page des livres de la célèbre édition La Pléiade qu'il achetait
Des choses qui vont vraiment intriguer les enquêteurs. Il avait tendance à y écrire quelques mots sur ses pensées, son état d'esprit à ce moment-là. Et les policiers vont faire quelques découvertes. Sur un ouvrage, le 30 juin 1977, il écrit le mot « sécurité », suivi de PM, PV. PM, c'est Palais de la Méditerranée, et PV, c'est Palais Vénitien, la société qui était propriétaire des murs du Palais de la Méditerranée. Et le 30 juin 1977, eh bien, c'est le jour où Agnès vote contre sa mère au conseil d'administration et reçoit les 3 millions de francs de Jean-Dominique Frattoni. Il écrit « sécurité ». Cela fait écho à la situation du moment, bien sûr. Sur un autre ouvrage, le 7 octobre 1977, il écrit « Le bateau ivre ». C'est le jour de la deuxième tentative de suicide d'Agnès. Et enfin, plus inquiétant, sur les œuvres d'Hemingway, le 2 novembre 1977, il écrit le mot « liberté ». Sauf que le 2 novembre 1977, c'est exactement la période à laquelle disparaît Agnès. Alors, est-ce que tout cela veut dire qu'il est le meurtrier? Si on peut parler de meurtrier, d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'on n'a retrouvé aucun corps. Eh bien, pas forcément, mais en tout cas, c'est un faisceau d'indices suffisant pour placer Maurice Agnelet en garde à vue, ce qui est fait en septembre 1978, 11 mois après la disparition. Les enquêteurs comprennent dès lors que ce sera compliqué de le faire parler. Maurice répond à côté, tente de gagner du temps, puis parfois ment, tout simplement. À la question « Étiez-vous l'amant d'Agnès Leroux ?» il répond non, c'est faux. À la question « Connaissez-vous l'existence d'un compte en Suisse ?» il répond non, c'est faux. Puis une fois mis sous le fait accompli, il se défend comme il peut. S'il a des copies du mot d'adieu d'Agnès dans son bureau, c'est parce qu'elle les lui avait donnés. S'il s'est versé les 3 millions de francs, c'est parce qu'elle les lui avait confiés. Et après tout, c'est vrai qu'elle semblait lui faire confiance. Il a été mis là, c'est Agnès qui l'a fait, et puis au retour du 9 octobre, et qui veut que je garde la photocopie. Mais il y a plein d'autres documents que j'ai d'Agnès. Elle était imprévisible et il lui arrivait de partir sans que ça n'inquiète personne. En fait, Agnelet pense que la jeune femme est partie très loin, à l'autre bout du monde, à cause de sa famille, notamment de sa mère, qu'elle détestait. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le penser, parce que l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, je parle beaucoup de lui parce que il faut bien que vous sachiez que c'était le personnage le plus important de Nice et de la Côte d'Azur pendant des décennies. Dans les années 60, 70, 80, 90, c'était, si vous voulez, son avis comptait énormément. Et il était en lien avec Jean-Dominique Frattoni, avec René Leroux. René Leroux a d'ailleurs écrit un livre où elle dénonce les activités de Jacques Médecin. Enfin bref, il n'est pas lié directement à l'affaire Leroux, mais un petit peu quand même. Je vous laisse faire des recherches supplémentaires si vous le souhaitez. Un jour, René Leroux va demander à Jacques Médecin qu'est-ce qu'il a fait de sa fille. Déjà, la question est étrange quand même. Elle laisse supposer que Jacques Médecin est impliqué ou saurait. Où est Agnès, ce on ne sait pas, on n'est pas sûr de ça. Jacques Médecin va lui répondre « Oh, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'Agnès est en train de faire la fête. Au bout du monde, je ne m'inquiète pas du tout pour elle. » En réalité, beaucoup de gens plus ou moins puissants se prononcent en faveur d'Agnelet, et les policiers ont parfois le sentiment qu'il est protégé par ses relations, peut-être ses liens avec la franc-maçonnerie ou ses postes de directeur dans des associations bien vues et gratifiantes. Une chose est sûre, le juge estime qu'il n'a pas assez de preuves pour mettre en examen Maurice Agnelet, et donc l'ex-avocat est relâché. Il n'est pas inculpé. Il est remis en liberté tranquillement à la suite de sa garde à vue. Il sera tout de même pénalisé à la fin 78 pour l'orchestration de l'achat du vote, pratique illégale. Il sera radié du barreau de Nice et donc il ne pourra plus exercer son métier d'avocat. Les Leroux continuent de mettre la pression
Ils sont persuadés qu'Agnelet a quelque chose à voir dans cette affaire, mais en septembre 1979, un témoignage va venir mettre fin à leur espoir et va renverser la table. Une autre de ses maîtresses, Françoise Le Sœur, va dire que lors de ce week-end d'octobre 77 où Agnès aurait disparu, eh bien Maurice Agnelet était avec elle, à Genève. Elle en est certaine. Cette femme fournit donc un alibi à Agnelet qui peut maintenant prouver qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Alors, l'alibi sera vérifié, c'est assez trouble. On va aller à l'hôtel de Genève, on va pas être sûr, Françoise y était. Ça c'est une certitude. Agnelet, est-ce qu'elle était avec elle? Apparemment oui, parfois non. Il y a un détective qui va enquêter, qui va dire que non. La police dit que oui, enfin bref. Une chose est sûre, Agnelet va s'accrocher, corps et âme, à cet alibi. Et c'est grâce à celui-ci que pendant des années, il ne sera pas inquiété. Dès que sa maîtresse fait ce témoignage, à la fin 79, Maurice Agnelet quitte Nice et part s'installer au Canada. Décidément, il était pressé de partir, il se marie avec une Canadienne, puis s'installe définitivement. Mais quelques années plus tard, il est rattrapé par la justice, encore une fois pour l'organisation de l'achat du vote d'Agnès. En 1984, il est condamné à 10 mois de prison ferme pour abus de confiance. Mais il n'en a que faire. Le plus important, c'est que toutes les charges criminelles pour le meurtre d'Agnès Leroux aient été abandonnées. Agnelet effectue ses quelques mois de prison à Nice et en 1985, faute de preuves, un non-lieu est prononcé dans la disparition de la jeune héritière. Cette affaire est définitivement clôturée. Maurice part cette fois-ci au Panama refaire sa vie. Les Leroux sont désemparés, les années passent, rien ne bouge. Au final, Agnès est peut-être vraiment partie de son propre gré. Après tout, Agnelet est sûrement innocent. Mais vous imaginez bien, les amis, que notre affaire ne s'arrête pas là. Tout à l'heure, je vous parlais du courage dont a fait preuve René Leroux pour retrouver sa fille. Eh bien, au cours des années 90, elle va le démontrer. Parce qu'après le non-lieu prononcé en 85, la vieille dame cherche par tous les moyens à relancer l'enquête et elle va y parvenir. En 1997, 20 ans plus tard, elle porte plainte pour recel de cadavres contre Maurice Agnelet et sa maîtresse, Françoise Le Sœur. Ce n'est pas la même chose qu'une accusation de meurtre et en matière de recel de cadavres, il n'y a pas de prescription. René est donc dans ses droits. Et là, bingo! Françoise Le Sœur reçoit sa lettre de plainte, elle doit prendre un avocat, elle commence à s'inquiéter, elle a peur, et en juin 99, l'affaire bascule. Françoise avoue avoir menti. Maurice Agnelet n'était pas avec elle lors de ce week-end d'octobre 77. C'est même lui qui l'a obligée à mentir. Et il n'a pas attendu d'être accusé pour le faire, non. Dès le mois de novembre, il va dire à Françoise que si on lui demande où était Maurice à ce moment-là, elle doit répondre qu'il était avec elle. On pense alors qu'il n'a pas choisi ce week-end par hasard. C'est sûrement parce qu'il sait que c'est lors de ce week-end de la fin octobre qu'il s'est passé quelque chose. L'alibi de Maurice Agnelet vole en éclats et en décembre 2000, 23 ans plus tard, l'instruction est rouverte. L'ex-avocat est mis en examen pour le meurtre d'Agnès Leroux. Alors Agnelet se défend bien sûr. Il dit que Françoise Le Sœur, de qui il s'est séparé entre-temps, ment et essaie simplement de se venger, de lui nuire. Il fournit alors une attestation de l'Hôtel de la Paix à Genève qui certifie que 2 personnes étaient bien présentes dans la chambre ce week-end-là. Mais 25 ans après, cette attestation ne vaut rien. L'enquête continue, on essaie toujours de retrouver le corps d'Agnès. Il y a énormément de rumeurs comme quoi elle serait à l'aéroport, là-bas, parce que vous savez que l'aéroport de Nice est construit sur la mer, donc quelqu'un l'aurait déposé en dessous avec un boulet au pied pour que le corps reste au fond. Depuis 50 ans, il aurait été mangé par les poissons, bien sûr. Des rumeurs comme quoi elle serait dans un pilier d'autoroute,
que le cadavre aurait été caché là, comment je sais pas, dans l'arrière-pays niçois, il y a eu des recherches, sur le cours Saléya, à Nice. Si jamais un jour vous avez l'occasion de venir à Nice, tout le monde connaît cette affaire. Agnès Leroux, dans n'importe quel restaurant où vous irez, hôtel, magasin ou quoi, demandez. Si vous allez dans le Vieux-Nice par exemple, des vieux commerçants, demandez, ils vous diront que des recherches ont été faites partout dans le Vieux-Nice, dans des caves. À un moment, quelqu'un a dit qu'il avait vu Agnelet transporter le corps d'Agnès dans la cave de son cabinet, dans le Vieux-Nice. Toutes les vérifications sont faites, on n'a jamais rien retrouvé. Mais malgré tout, le 23 novembre 2006, le procès de Maurice Agnelet pour le meurtre d'Agnès Leroux s'ouvre. On sent qu'on est proche de la vérité. L'ex-avocat, 68 ans, comparaît libre et se défend assez mal d'ailleurs. Il est arrogant, méprisant avec les jurés, mais il a la meilleure, la plus simple des défenses. Son avocat le dit. Vous accusez cet homme d'avoir tué cette femme, mais qu'est-ce qui prouve qu'Agnès Leroux soit morte? Nous n'avons pas retrouvé de corps, ni même de traces de sang. On sent que c'est un procès tendu. Les jurés sont hésitants, c'est un petit peu 50-50, si vous voulez, parce que le faisceau d'indices est important, mais il est vrai qu'on n'a pas de corps, qu'on n'a pas de traces de sang. Donc personne ne sait ce qui va se passer. Le 20 décembre 2006, verdict. Tout le monde attend, évidemment c'est un procès très médiatisé en France, mais d'autant plus à Nice. Au bénéfice du doute, Maurice Agnelet est acquitté. Bien sûr, la famille est désemparée. Il y a quelques jours de battement où la presse s'enrage. Tout de même, les proches s'enragent parce que la plupart des gens pensent que Agnelet est coupable, évidemment. Mais heureusement, le parquet fait appel. Il y aura donc un deuxième procès qui s'ouvre le 11 octobre 2007 à Aix-en-Provence. Et cette fois-ci, les choses se passent un petit peu différemment. Agnelet est encore plus arrogant, encore plus désagréable. Et puis les jurés semblent plus sensibles aux indices qui pèsent sur lui. Tous les mots écrits sur les ouvrages de l'édition La Pléiade, sécurité, liberté, le bateau ivre à des dates assez intrigantes, le fait qu'il possède des copies du mot d'adieu d'Agnès à son cabinet, le fait qu'il n'ait jamais prévenu la police, qu'il ne se soit pas inquiété. Bref, les jurés se retirent. Et au bout d'à peine 2 heures de délibéré, le verdict est rendu. Maurice Agnelet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Agnès Leroux. Mais il n'accepte pas ce verdict. Il se pourvoit en cassation, mais son pourvoi est rejeté. La condamnation devient alors définitive. Maurice Agnelet a tué Agnès Leroux, la justice le reconnaît. Mais les amis, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'un fait rarissime dans le monde judiciaire va se produire. L'avocat de Maurice va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il va dire que le procès en appel n'a pas été équitable, que l'acte d'accusation de meurtre n'a pas été formellement établi, car on n'est pas sûr qu'Agnès Leroux soit vraiment morte. Il joue avec les mots, si vous voulez. Il essaie vraiment de montrer à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il y a eu un problème dans ce procès en appel. Et en 2013, écoutez bien ça, incroyable, en 2013, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Elle admet que le verdict rendu lors du procès en appel n'a pas été motivé. 2013, Maurice Agnelet, qui a 75 ans, est remis en liberté. Personne n'y croit. Cette affaire est vraiment unique en son genre et un dernier procès va s'ouvrir en 2014. Alors, pourquoi est-ce que celui-ci devrait être plus équitable selon la Cour européenne des droits de l'homme que le procès en appel en 2007 ? Je ne sais pas. En tout cas, ce 3e procès pour le meurtre d'Agnès Leroux s'ouvre le 17 mars à Rennes. Alors, il faut savoir que René Leroux, qui s'est battu toute sa vie, comme je vous l'ai dit, pour retrouver sa fille, pour faire avancer la procédure, eh bien, ne sera même pas mise au courant de ce procès en 2014. Parce que, il me semble qu'elle est née en 28, donc, bref, elle était très âgée, elle était malade, et si vous voulez, sa famille va décider de ne pas lui dire qu'Agnelet a été remise en liberté, que la Cour européenne des droits de l'homme, le 3e procès, René Leroux a toujours pensé que l'affaire s'était terminée en 2007.
quelque part tant mieux parce que je pense qu'elle méritait pas qu'on lui inflige ça. Ça l'aurait tellement troublé que je pense qu'ils ont bien fait de pas lui dire. Mais donc ce procès, en appel, non, enfin ce troisième procès s'ouvre, les faits remontent presque à 40 ans, et tout le monde se dit qu'on ne peut pas apprendre quelque chose en plus, c'est impossible, les faits sont beaucoup trop lointains. Et pourtant les amis, un dernier rebondissement, et pas des moindres, nous attend. Si je parle aujourd'hui, c'est pour éviter d'avoir des regrets jusqu'à ma mort. Parole de Guillaume Agnelet, 46 ans, fils de Maurice Agnelet, qui interrompt le procès et craque. Il avoue ce que son père lui a dit quand il n'avait que 15 ans. J'ai tué Agnès. Mais tant qu'on ne retrouve pas le corps, je ne risque rien et je sais où il est. La mère de Guillaume Agnelet lui dira un jour « Assieds-toi, je vais te dire qui est ton père. Il a tué Agnès Leroux, alors qu'ils étaient partis en week-end à Monte Cassino, en Italie. Il lui a mis une balle dans la tête, puis a ensuite crié pour faire croire à un suicide. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne autour et qu'il n'avait pas besoin de faire semblant. Il a alors caché son corps dans une forêt, mis sa voiture, le Range Rover, à la casse avant de rentrer en train à Nice. Coup de théâtre incroyable, comme vous pouvez vous en douter, en 2014, 40 ans après. Le juge demande à Guillaume Agnelet pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé plus tôt. Ça nous aurait un petit peu aidé. Surtout que Guillaume était présent lors des 2 premiers procès, en 2006 et en 2007, pour soutenir son père. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé là ? Bien, Guillaume va dire qu'il résistait pour le bien de sa famille, pour la loyauté qu'il avait envers son père. Mais là, c'était trop. Il estimait qu'il ne pouvait plus vivre avec ça. C'est pour ça qu'il a décidé de parler. Maurice Agnelet conteste ces paroles. La mère de Guillaume conteste aussi. Le frère de Guillaume conteste aussi. Mais cet élément fait tout basculer. Maurice Agnelet est définitivement condamné pour toujours à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Agnès Leroux. La question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Est-ce que Guillaume Agnelet a dit la vérité ? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. En mai 2015, les Leroux récupèrent les 3 millions de francs qui avaient été bloqués par la justice suisse depuis 1978. Le 6 juin 2016, René Leroux s'éteint à l'âge de 93 ans. Le 24 décembre 2020, Agnelet bénéficie d'une libération anticipée à cause de problèmes de santé. C'est une chose qui aura été contestée par énormément de gens. Il rejoint alors son fils en Nouvelle-Calédonie, puis décède 3 semaines plus tard, le 12 janvier 2021, à l'âge de 82 ans. Alors pour finir les amis, j'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires pour nous aider à mieux réfléchir sur cette affaire. Mais avant ça, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo si jamais vous l'avez appréciée, c'est très important, surtout que le tournage a été assez difficile, pour ne pas vous mentir, pas dans le studio, ici, mais en extérieur. Puisque j'avais prévu à la base de tourner sur la promenade des Anglais, au château de Nice, boulevard Carnot, là où se trouvait l'appartement d'Agnès. Vous avez sûrement vu quelques images d'illustration de tout ça. Sauf que, on n'a pas pu vraiment tourner, si vous voulez, des prises où je parle, puisque au mois de juillet à Nice, et peu importe à quelle heure, il y a du monde, il y a des voitures. Et on s'est levé à 4h30 du matin. D'abord, on a fait un premier essai en pleine journée, c'était impossible. Ensuite, on s'est levé à 4h30 du matin, il y avait des voitures dans tous les sens. Enfin bref, c'était très compliqué, mais on a persévéré. J'ai quand même pu vous faire des beaux plans avec Nice derrière moi, avec une belle vue. Donc voilà, ce fut un tournage extrêmement compliqué. Je remercie d'ailleurs Audrey, toujours là pour moi, qui m'a accompagné dans cette aventure, sans qui la vidéo n'aurait pas été possible. Donc on peut tous la remercier énormément parce que elle m'a soutenu, que ce soit moralement ou physiquement, pour tout. C'est elle qui tenait la caméra notamment, donc merci Audrey, du fond du cœur. Et puis voilà, donc abonnez-vous les amis si le contenu vous plaît.
C'est une des grosses vidéos de l'été. Donc je compte sur vous vraiment pour la partager à vos amis, à vos familles qui aiment bien les faits divers, tout ça. C'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on peut évoluer au mieux. Donc partagez la vidéo, abonnez-vous si jamais vous ne l'avez pas fait, comme ça vous recevez tout. Laissez un like et puis suivez-moi sur Instagram aussi parce que je vais poster pas mal de choses cet été. @guillaume.lepers, il est dans la description pour me suivre. Et puis Tipeee également. Désolé, je fais ma promo mais... je suis obligé pour que la chaîne évolue au mieux, on est obligé de le faire. Merci à tous les tipeurs, encore une fois. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne financièrement et me permettre de faire, parce que là j'ai pu faire du tournage en extérieur comme c'était à Nice, mais si une affaire se déroule à l'autre bout de la France, avec Tipeee, je pourrais prendre le train, faire du tournage là-bas. Donc bref, tout dépend de vous, les amis, sérieusement. Si jamais vous souhaitez m'aider financièrement sur Tipeee, le lien est dans la description et je vous en remercie. Un like, ça aide beaucoup. Un abonnement, ça aide énormément. Et puis un partage à vos amis, à vos familles, ça aide énormément. J'en ai terminé, quoique pas vraiment. Parce que j'attends votre avis dans les commentaires. Je ne vais pas vraiment vous donner mon avis parce que c'est une affaire tellement complexe que je préfère finir par des questions, si vous voulez, auxquelles vous pouvez répondre. Est-ce qu'Agnès est vraiment morte? Ça peut paraître stupide, mais au final, on ne sait pas. Elle n'a jamais retrouvé de corps. Agnès est née en 48, donc là, elle aurait 74 ans. Très bien pu refaire sa vie ailleurs, ça paraît fou, mais est-ce que vous pensez qu'Agnès est morte? Je vous laisse y répondre. Et puis, pouvons-nous condamner quelqu'un sans cadavre? Ça aussi, c'est une question importante. Est-ce que vous estimez, parce que cette affaire Leroux, ce n'est pas la seule dans laquelle il n'y a pas de cadavre. Ça arrive aussi que quelqu'un soit condamné ou non sans cadavre, notamment dans l'affaire Jacques Viguier, que je comptais faire, que j'avais tourné mais que j'ai jamais sorti puisque le résultat final ne me plaisait pas vraiment. Je compte la traiter un jour sur la chaîne, mais est-ce qu'on peut condamner sans cadavre? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Est-ce que Guillaume Agnelet a dit la vérité? Ou alors, quelles étaient les raisons d'un mensonge? Pourquoi est-ce qu'il aurait menti, Guillaume Agnelet? Pourquoi est-ce qu'il aurait accusé son père à tort? Est-ce qu'il dit la vérité? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Est-ce que tous les indices à l'encontre de Maurice Agnelet sont suffisants, selon vous? Les mots dans la Pléiade, la copie du mot d'adieu d'Agnès, les 3 millions de francs qu'il s'est versés, est-ce que pour vous, tout cela est suffisant pour le faire condamner? Et puis enfin, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que Maurice Agnelet a tué Agnès. Pourquoi pas même si Frattoni est impliqué, si René Leroux est impliqué, comme on l'a vu, même si vraisemblablement l'enquête a démontré que non, si Jacques Médecin était impliqué, ou tout simplement si vous avez d'autres pistes que moi, que je n'ai pas citées dans les commentaires. Je vous laisse me dire tout ça, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre également. Puis les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été, membres du Cercle Noir. Restez prudents surtout, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cet été, certains d'entre vous iront visiter ma belle ville de Nice, que vous pourrez voir tous ces beaux paysages, et peut-être parler aux Niçois que vous croiserez de l'affaire Agnès Leroux. Ils vous répondront, et je pense que chaque Niçois a son propre avis et a des choses intéressantes à dire sur cette affaire. Donc je vous souhaite de venir, en tout cas, et si vous ne venez pas, je vous souhaite un très bon été. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut à tous.